Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Budget et Mercosur, Bruno Le Maire et les paysans accusent Macron de forfaiture. Nos libertés en danger. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Franz Ambroche, Farisme, Mister Guili Guili, Christophe Dupin, Philippe Bohen, Yann Penaud et cette chère Fernande Richter. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Rappelez-vous le budget 2023-2024. Un budget, vous le savez, c'est ce qui se passe en ce moment, se prépare à l'automne avec des prévisions de croissance. En 2023, le gouvernement tablait pour 2024 sur une croissance à 1,4%. Oh, ce n'était pas une prévision optimiste, non, c'était une prévision de campagne électorale. Les prévisions les plus rationnelles annonçaient 0,5%. La France devait en effet respecter ses engagements auprès des marchés financiers et de l'Union européenne, qui exigeait de baisser les déficits de la France. Mais Macron était en campagne électorale, les européennes. Il a donc laissé filer les déficits. Il a aussi gonflé de manière très artificielle la croissance de la France qui est montée à 1,1%. Mais après, il a fallu payer la note. Récit de la grosse magouille. Octobre 2024. Tout cela va s'effondrer sur les finances publiques, la lourde facture du septennat d'Emmanuel Macron. La presse nous avait vendu un Mozart de la finance pendant 7 ans. Les complotistes des réseaux sociaux tentaient d'expliquer que Macron ruinait la France, quoi qu'il en coûte, guerre, cadeaux fiscaux, Union européenne. Et devant le réel, elle reprend nos analyses des années après. Oui, c'est assez minable. Comme je n'ai cessé de le répéter dans mes précédents entretiens, la facture est tellement élevée que plus personne ne peut endosser les 3500 milliards de dettes. Des députés et des sénateurs avaient mené donc à l'automne 2024 une mission d'information pour comprendre comment Macron avait pu bousiller nos finances en cachette. Bruno Le Maire avait été auditionné. Il s'était montré arrogant et avait menacé l'opposition. Pathétique. Une irresponsabilité budgétaire assumée. Le dérapage du déficit tourne au règlement de compte. Selon les conclusions de la mission d'information, tous les anciens dirigeants à Bercy, à Matignon comme à l'Élysée ont leur part de responsabilité dans le creusement du déficit public. Bruno Le Maire a dénoncé un réquisitoire d'opposants politiques, truffé de mensonges. Si vous êtes des fidèles depuis 2023, vous savez qu'il s'agit bien d'un maquillage des comptes publics, une forfaiture. Je n'ai cessé de le dénoncer depuis 2 ans, oui, cette grosse magouille. Le réel finit toujours par s'imposer. Bruno Le Maire le confesse à demi-mot. Découvrir que les recettes fiscales de 2024 sont inférieures de 42 milliards d'euros. Comment on en arrive à une situation comme celle-ci? Ça veut dire que Bercy, ça ne marche plus? J'aimerais avoir une réponse à vous apporter et apporter aux Français. Vous l'avez pas? Je ne l'ai pas. Interrogé sur pourquoi il a fait exploser le déficit, Nono avoue enfin tout. Je le reconnais avec humilité, la bonne blague. Nous nous sommes plantés sur les recettes, et plantés big time. Je n'ai jamais menti aux Français. Oh, planté 1000 milliards de fois. Mais reprenons la chronologie. À partir de février 2024, le trou du déficit a commencé à s'élargir. Certains estimaient qu'il était déjà de 20 milliards d'euros. Nono, le dilaté, comment dirais-je, a eu peur. Il a alerté le Premier ministre Attal et Emmanuel Macron dans une lettre. Nous ne pouvons pas continuer à nous singulariser par le niveau élevé de notre dépense et de nos prélèvements, leur écrit-il. La missive est datée du 6 avril 2024. La chute des recettes fiscales en 2023 a porté notre déficit pour 2023 à 5,5% au lieu des 4,9% attendus.
écrit-il, poussant par une série de mesures et 15 milliards d'euros d'économies pour tenir les engagements. L'enjeu est la crédibilité politique de la France en Europe. Nous ne pouvons pas continuer à nous singulariser par le niveau élevé de notre dépense et de nos prélèvements, poursuit-il, jugeant que toute stratégie d'évitement est vouée à l'échec. Bruno Le Maire plaide alors pour un projet de loi rectificative des finances publiques. Il est indispensable que certains de ces objets d'économie soient présentés simultanément, sans quoi nous risquons de nous faire accuser de cacher notre copie et des économies douloureuses pour le lendemain des élections européennes, met-il encore en garde. Macron a donc refusé la proposition de son ministre de l'économie, car ce serait avouer de manière éclatante qu'il a ruiné la France, quelques mois des européennes. Macron étouffe donc l'affaire avec la complicité des médias. Les LR Husson-Marlex sont invisibilisés. Rappel donc, en février 2024, Bruno Le Maire a révisé la croissance à la baisse à 1%, rendant le budget initial obsolète et nécessitant des ajustements. Le 6 mars 2024, il a fait un discours sur la politique économique dans le contexte de la situation budgétaire. En avril 2024, notamment lors d'une audition devant la Commission des finances de l'Assemblée, il a clairement plaidé pour une loi de finances rectificative incluant des recettes complémentaires et des économies. Tension entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, puisque Le Maire lui écrit une lettre. Marlex Husson demande des explications. Ils accusent l'exécutif de maquillage des comptes publics. Le 9 juin 2024, élection européenne perdue par Emmanuel Macron. 9 juin, dissolution de l'Assemblée nationale. Macron ne veut plus assumer le déficit du budget de la France. Et souvenez-vous des accusations que je formulais en 2024. Eh bien, elles sont reprises le 9 novembre 2025. Les documents révélés montrent qu'il y a eu un dialogue au sommet de l'État sur le dérapage des finances publiques. C'est un scandale d'État, car si la vérité avait été dite aux Français, certains scrutins auraient peut-être tourné différemment. On mesure la gravité de ces propos. Primo, les macronards ont maquillé les comptes publics pour des questions électorales, laissant filer les déficits. Et ces déficits ont atteint de tels sommets que les Français vont être dépouillés de plus de 50 milliards à grands coups d'impôts et de taxes. Et qui plus est, ce budget, c'est en plus du bricolage. Secondo, Macron, en cachant cette réalité budgétaire, a faussé le résultat de 2 scrutins. Tertio, comme il n'y a pas eu de majorité qui s'est dégagée en juillet 2024, la France est devenue un véritable champ de foire, où il est impossible de voter un budget pour redresser nos finances publiques. C'est le serpent qui se mord la queue. Il faut donc dire les mots, c'est bien une forfaiture, et normalement Emmanuel Macron devrait répondre de ses actes devant une haute cour. Il y a eu mensonge, en tout cas on peut quand même répondre, puisqu'on sait un certain nombre d'entre vous étaient peut-être à la conférence de presse du sénateur Husson. On sait au terme de leur contrôle sur pièce et sur place à Bercy que dès le mois d'octobre, ils avaient une alerte sur le fait qu'il allait manquer 30 milliards. Et que ça ne les a pas empêchés de bâtir et de présenter au Parlement cette hypothèse de budget totalement insincère, avec une prévision de croissance de 1,4%, alors que la Banque de France prévoyait 0,9% de croissance seulement, et l'OCDE, je crois, 0,8% de croissance. Et qu'on terminera sans doute, donc aujourd'hui ils ont révisé à 1%, mais on terminera sans doute à 0,8%. Donc, vous voyez la différence entre 0,8 et 1,4, l'insincérité était évidente. Donc oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Tout ça pour ne pas affoler les agences de notation. Cette communication d'ailleurs permanente qui est faite par M. Le Maire, et c'est de l'écran de fumée permanent pour faire croire que le pays serait gouverné par des gens soucieux de l'argent public. Si M. Le Maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. M. Le Maire, quoi qu'il en dise, restera dans l'histoire comme le seul ministre de l'économie qui aura publié 6 romans le temps de son passage à Bercy et qui aura fait 1000 milliards de dettes sous sa signature. Les emprunts, ils ont été émis par un ministre de l'économie qui émet la dette, qui signe. Il s'appelle Bruno Le Maire, il faut lui rappeler. Et pour le dire autrement, eh bien, c'est un appauvrissement généralisé de la France.
Rendez-vous compte que le niveau de vie des Français est inférieur au niveau de vie des habitants de Malte. Nous sommes en déclin et cela va s'aggraver si on n'agit pas rapidement. Un des grands responsables de la déroute française fait son bilan en mode « c'est pas moi ». Ce cirque obscène est devenu pénible à regarder. Et comme l'écrit Bouli, toute cette misère programmée avait qu'un seul but, permettre à Emmanuel Macron de rester à l'Élysée. Tout le monde sait que Macron a acheté sa réélection à coût de centaines de milliards de dettes. Et dire que certains journalistes le soutiennent encore. Bon, ils doivent émarger au budget. Une forfaiture d'Emmanuel Macron peut en cacher une autre, sur le Mercosur. Emmanuel Macron se dit plutôt positif sur la possibilité d'accepter l'accord commercial Union européenne-Mercosur. Emmanuel Macron s'adresse à la presse en marge du sommet des chefs d'État qui précède la COP30 à Belém, Brésil, le 6 novembre 2025. Une fois de plus, Emmanuel Macron trahit ses engagements auprès des Français. Pas de passe sanitaire, pas de Mercosur, pas d'augmentation d'impôts, etc., etc. Rappelez-vous sa promesse en novembre 2024. Le président Emmanuel Macron a affirmé dimanche à Buenos Aires que la France ne signerait pas en état le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, disant vouloir rassurer les agriculteurs et continuer de s'y opposer. Est-on surpris de ce reniement? Non, nous le savons. Emmanuel Macron est le petit VRP des mondialistes. Et puis, cela fait 2 ans que nous expliquons que Macron cherche la solution pour ratifier le Mercosur. Un point qu'il faut rappeler. Premier vote consultatif à l'Assemblée nationale sur le Mercosur. 281 voix contre le traité. 26 novembre 2024, vote massif à l'Assemblée nationale. 484 voix pour le rejet du Mercosur. 27 novembre 2024, adoption au Sénat. 338 voix pour le rejet du Mercosur contre 1 voix pour, une approbation écrasante. Macron avait donc un mandat des élus de la nation pour refuser le Mercosur. Et il trahit également ce mandat. Doit-on rappeler qu'il est à 11% dans les sondages et comme je l'ai dit en début d'entretien, le résultat des dernières élections a été faussé avec le maquillage des comptes de la nation. Il n'a donc plus aucune légitimité démocratique. Colère dans le monde agricole. Coordination rurale. Comme c'était malheureusement prévisible, et malgré les promesses réitérées le 4 novembre par Annie Genevard, Emmanuel Macron sacrifie l'agriculture française sur l'autel du Mercosur pour faire plaisir aux présidents brésiliens et aux européistes. Depuis le début, la coordination rurale dénonce ce jeu de dupes et réclame l'exception agriculturelle. Nous l'avons toujours dit, derrière les belles paroles, il n'y avait qu'à entendre une énième trahison des intérêts français. Quand même, Macron, quelle tartuffe! Et oui, où est-il en ce moment? Il est au Brésil. Pour quelle raison? Pour sauver la planète, la COP30, faire baisser ce fameux bilan carbone. Patrick Legras. Agriculteurs, et on nous emmerde, il n'y a pas d'autre nom, avec des normes qui ne sont pas fictives dans les autres pays, et on nous dit surtout le bilan carbone, c'est fondamental pour le réchauffement climatique. Mais il est où l'avantage? Quand on sait produire la volaille, quand on sait produire les céréales, quand on sait produire le bœuf, il est où l'avantage? Il faut arrêter de se moquer de nous. On nous bassine avec le bilan carbone. Mais quel est l'avantage de faire venir du bœuf de l'autre bout du monde? Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Avec Macron, c'est toujours la même histoire. Que ce soit le budget ou la COP30, ce sont juste des scènes pour permettre aux poudrés de faire son kéké. Et pour nous, eh bien, du bœuf brésilien. Avec le Mercosur, ce sera la destruction de nos agriculteurs et de la mauvaise viande brésilienne dans nos assiettes. Des fermes de 35 000 animaux, nourrir pour les engraisser très très vite. Quelle honte cette Union européenne, Frexit. C'est toujours la même histoire, hein. Les multinationales contre les artisans. L'élevage français familial que veut détruire l'Europe. Nos paysans devraient recevoir des primes du ministère de la Culture, du Commerce extérieur, parce que ces paysages de pâturage participent à la beauté de notre pays. Mais qui
pour sauver nos paysans et nos éleveurs. La FNSEA folle de rage après le revirement de Macron sur le Mercosur. Un reniement total du président qui signe sa rupture avec l'agriculture française. Mais la FNSEA, c'est pas normalement le syndicat d'Emmanuel Macron ? Mercadal. La cause paysanne. Et là maintenant, on a la FNSEA, donc pour rappel, 2 appels à voter Macron, un appel à soutenir Bayrou, les petits chiens d'Ursula von der Leyen, grands européistes devant l'éternel, avec des députés comme Céline Imar, qui est vraiment une politicienne de la pire espèce, une de celles que je déteste le plus dans ce pays, vraiment la trahison, elle l'a dans le sang. Et le plus grand traître de la cause agricole des 20 dernières années, hein, sans problème. Pourtant, Dieu sait qu'on a beaucoup de traîtres dans le milieu agricole, mais Jérôme Bail, vraiment, c'est le haut du panier. Oui, un gros coup de gueule à propos du Mercosur. Ne perdez pas votre temps avec la FNSEA. De toute façon, tous ces syndicalistes ont été placés par les européistes pour étouffer toute contestation. Florian Philippot, face au Mercosur, le blocage des points névralgiques comme Rungis, voilà la solution. La colère paysanne peut exploser contre l'accord Union européenne-Mercosur en portant des messages puissants et d'une immense clarté. Macron dehors, Frexit, on reprend le contrôle, on arrête ces accords de libre-échange et on sauve l'agriculture française. Blocus avec le soutien et le renfort de tous les Français. Et puis, on n'en peut plus de leur com mensongère. Yael Braun-Pivet. À Foirac, Jean-Claude Goudabert élève des brebis cosnardes du Lot, une race emblématique des cosses du Quercy. Soutenir nos agriculteurs avec le Mercosur et en massacrant leurs troupeaux ? Bravo, Yael Braun-Pivet. C'est ce qu'on appelle un en même temps. C'est terrible, ils font exactement le contraire de ce qu'ils annoncent à la télévision. La semaine dernière, tous ces macronards ont fait le coup avec Shine. Oui, on allait mettre des barrières pour sauver le textile français, ou ce qu'il en reste. Et aujourd'hui, le gouvernement renonce à la suspension administrative de Shine, qui reste sous surveillance rapprochée. Amélie et ses 200 000 colis. Comme annoncé, c'était de l'enfumage. Ils n'ont pas le pouvoir. Encore une fois, on mesure de quoi il s'agit. Nous avons un déficit commercial record. Nos éleveurs sont menacés de disparition et on importe des produits dangereux, qu'ils soient agricoles ou textiles, avec un bilan carbone stupéfiant, pour reprendre les termes des escrologistes. Et que dit notre kéké national ? La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et sur notre sécurité collective. Nous devons protéger la science et fonder nos politiques sur ces constats. Le scientisme, tiens. Oui, il faut punir sévèrement les désinformateurs climatiques qui ont poussé la France à vendre les turbines nucléaires Alstom, Macron, abandonner la filière thorium, planter des milliers d'éoliennes inefficaces qui ravagent les paysages et la vie faune, négliger nos barrages hydroélectriques, gâcher nos surplus de production sans investir dans le cryptominage, négliger les biobétons, négliger, voire interdire les cultivars pérennes séquestrateurs de carbone, laisser du soja transgénique brésilien, de la lentille canadienne bourrée de pesticides interdits en France, du poulet ukrainien aux hormones et de l'agneau néo-zélandais inonder gratuitement nos marchés. Mais quel tartuffe, mon Dieu! Heureusement, le travail de réinformation finit par ouvrir les yeux, et même de nos députés. Et donc nous passons au vote de l'article 20, c'est un scrutin public. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 206, exprimé 203, majorité 102, pour 95, contre 108. Donc il n'est pas adopté. La vaccination obligatoire contre la grippe pour les soignants et résidents d'EHPAD a été rejetée. Bravo à tous ceux qui l'ont combattue. La mobilisation a payé. Il faudra bien sûr être très vigilant, c'est un peu comme pour les ZFE, ils vont essayer de nouveau de faire passer ce texte. Mais une remarque, les troupes
socialo ou macroniaise n'était pas au complet. C'est un signe. Cela signifie que de nombreux députés macronistes ou socialistes ne veulent plus être associés au PSHUT. Pour éviter que la vérité triomphe, un petit peu comme dans ce vote, Macron veut censurer les réseaux sociaux sur BFM. Pour BFM, le poudré mènerait un combat sincère contre les réseaux sociaux, alors que c'est juste parce qu'il ne supporte plus d'y être critiqué et de voir autant de gens réclamer son départ. D'ailleurs, comment font les macroniers pour invisibiliser ou censurer les contenus qui leur déplaisent ? Explication. Je réfléchis beaucoup à la question de la granularité de la modération, c'est-à-dire effectivement il y a des contenus qui sont assez clairement en violation de nos règles de fonctionnement, assez clairement en violation de la loi, et après il y a tous les contenus, comme vous avez expliqué Monsieur le Président, qui sont du domaine du clash, qui sont un petit peu des contenus gris, pour lesquels en fait on va développer par exemple ce qu'on appelle des filtres de visibilité. Donc on a lancé la politique qui s'appelle, enfin c'est pas une politique, c'est une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not freedom of speech. Ça veut dire qu'en fait on va mettre un filtre sur le contenu en question en disant voilà, le contenu considère à une violation potentiellement moins grave de certaines de nos règles, mais on l'affiche comme tel. Et en fait, on va le déamplifier algorithmiquement et on va empêcher les gens d'engager avec ce contenu. Donc c'est une façon d'agir de façon un petit peu plus granulaire sur des contenus qui peuvent être un peu plus gris, mais d'autant, pour autant quand même sensibles. Et voilà, c'est Claire Dillet, responsable chez X France, explique comment ils invisibilisent et comment ils censurent. On lance une action de modération qui s'appelle Freedom of Speech is not Freedom of Reach. Ils mettent donc un filtre sur les contenus qu'ils jugent trop polémiques. Que signifie cette phrase Freedom of Speech is not Freedom of Reach ? Eh bien que la liberté d'expression n'est pas la liberté d'accès. On peut comprendre dans un premier temps qu'il faille des règles sur les réseaux sociaux, mais qui contrôlent essentiellement les macroniers contre toute idée de démocratie. Un exemple récent. J'ai, sur mon compte X, diffusé les comptes rendus du procès Bribri contre Zoé Sagan. Eh bien, mes tweets ont été invisibilisés par la suite pendant une semaine. De quel droit ? Ce que j'avais dit était purement factuel. Frédéric Baldan. Chère Claire Dillet, si vous nous expliquez qu'X agit à la demande des autorités en application du DSA et que dans ce cadre, vous entravez volontairement le droit à échanger de l'information, sans ingérence de l'autorité politique, vous finissez visé par l'article 151 du Code pénal belge. Merci d'informer de manière transparente les utilisateurs payants visés par vos mesures anti-Freedom of Reach. En tant que consommateurs, ils sont par ailleurs trompés par un agissement déloyal de la part de X. Et le plus fort de café, c'est que ce droit du Freedom of Reach est garanti par la Constitution des droits de l'homme. Encore une fois, pour les nuls en droits de l'homme, comme cette Claire Dillet, le Freedom of Reach fait bien partie du Freedom of Speech. C'est l'article 11 de cette charte qui a valeur de traité. Il traite de la liberté d'expression et d'information. De rien, Claire Dillet. Vous savez comment cela va se terminer ? Eh bien par une class action. Et tous ces censeurs finiront devant la justice. Nos amis de l'Aberration, comme Thomas Legrand. Une soirée au restaurant avec Thomas Legrand de l'Aberration et ses amis, qui rêvent à haute voix d'interdire CNews et d'arrêter Vincent Bolloré. Un récit sidérant de Paul de Sugy. Ah, cette gauche qui rêve d'interdire. Le Conseil d'État confirme une amende de l'Arcom contre CNews et s'attribue désormais en droit de qualifier ce qui est complotiste ou pas dans le débat public. Il y avait un intervenant sur CNews qui avait critiqué le réchauffement climatique. Eh bien, condamné CNews. Condamnation de CNews pour complotisme. Est-il complotiste de dire que Tabuteau, le vice-président du Conseil d'État, est socialiste, tout comme Chantepie, le président de la section du contentieux ? Le Conseil d'État est une officine militante de l'État profond. L'État de droit est une farce lorsqu'il y a des socialistes. C'est pourtant simple de contrôler les réseaux sociaux au temps de l'intelligence artificielle. Toute insulte à caractère racial, par exemple, devrait être bannie. Sale Guerre Blanc. J'apporte mon soutien total au gardien de l'équipe de France, Lucas Chevalier, victime d'injures racistes
pour avoir aimé une publication appelant à voter Rassemblement national contre la France insoumise. Le racisme est insupportable, y compris le racisme contre les Français. Jonathan de Lorraine. Quand on est la bête noire de quelqu'un, ils essayent de vous nuire en contactant votre employeur, en mettant la pression aussi sur vos employeurs pour essayer que ça vous nuise à votre travail. Je pense que ça concerne aussi des millions de Français et je pense que ça, c'est quelque chose de très important dans la société actuelle. Quand vous avez des idées d'une certaine partie de l'échiquier politique, on essaie de vous faire tomber, de vous faire perdre votre travail. Eh oui, pour un like, ils détruisent votre carrière. La répression sur les réseaux sociaux est essentiellement à sens unique. La France insoumise toujours. Le député UDR, Géraud Verny, s'est fait cambrioler hier. 4 individus en cagoule ont été surpris par sa femme dans une opération minutieuse. Hasard du calendrier, ces derniers jours, le député de la France insoumise, Léo Mans, le ciblait pour sa fortune supposée. Ah oui, quelle coïncidence! La très riche idée de Najat Vallaud-Belkacem. Elle veut régulariser 250 000 clandestins, parce que selon elle, cela rapporterait près de 3 milliards d'euros à l'État. La présidente de l'association France Terre d'Asile a dévoilé hier dans l'Humanité une étude affirmant que la régularisation des travailleurs sans papier et l'arrêt de la lutte contre l'immigration clandestine profiterait aux finances publiques. Et voilà le dossier France Terre d'Asile, budget 2026. Une politique migratoire plus humaine et efficace rapporterait 3,3 milliards d'euros par an, dévoile France Terre d'Asile dans son plan pour les finances publiques. Vous avez donc cette socialo, présidente de France Terre d'Asile et membre de la Cour des comptes. On a maintenant la preuve du mélange des genres. De son côté, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie estimait, dans une étude présentée au Figaro, que l'immigration coûte 3,4% de PIB par an à la France. Le coût de l'accueil des clandestins est environ de 50 milliards d'euros. Je rappelle que lorsqu'on régularise massivement, on crée un appel d'air mondial massif. C'est ce qui est arrivé à l'Espagne en 2006. Ils voulaient régulariser 200 000 clandestins et ils se sont retrouvés avec 800 000 dossiers. Du Maghreb en passant par les Philippines ou l'Amérique du Sud, les clandestins se précipitaient pour obtenir des papiers. Oui, vraiment une riche idée. Ce vendredi, un groupe de supporters du club marocain s'est rendu près de la Tour Eiffel pour fêter leurs 20 ans. Selon le Parisien, une enquête a été ouverte. Le maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon, a évoqué de son côté de petits attroupements et de modestes feux d'artifice. Totalement illégal, une enquête a été ouverte après le rassemblement des supporters du Wydad Casablanca à Paris. Des groupes étrangers peuvent organiser des feux d'artifice en plein Paris sans autorisation. Pauvre France. Mais ne vous inquiétez pas, dormez bien. Un homme se dresse contre les mafias. Son nom, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères. Narcotrafic, Jean-Noël Barrot lance son offensive mondiale contre les stupéfiants. Les douanes dépendent du ministère de l'économie et des finances, pas de Jean-Noël Barrot. Tout ça, cela doit cesser. Le ministre Jean-Noël Barrot promet une riposte française face à l'explosion du narcotrafic. Après avoir échoué avec la Russie, l'Algérie et les trafics en France, Jean-Noël Barrot veut s'attaquer au narcotrafic en Europe et propose 800 millions d'euros, prêts et dons, d'aide au développement en Amérique du Sud pour développer des cultures alternatives, café et cacao. Mais est-ce qu'il se rend compte que ce qu'il dit est absolument grotesque ? Certains journalistes sud-américains écrivent déjà que ces aides sont généralement détournées par les narcotrafiquants. On n'arrive pas à contrôler le trafic en France et les terroristes sont à peu près libres en prison. Et Jean-Noël Barrot veut s'attaquer aux mafias d'Amérique du Sud. Oui, vraiment grotesque. Clé USB dans la cellule de Salah Abdeslam. Il était possiblement en lien avec des individus dans le but de préparer un acte terroriste depuis sa cellule. La faille hallucinante de sécurité autour de ce personnage, oui, c'est gravissime. Si je fais le compte, 800 millions d'euros, c'est le coût de Jean-Noël Barrot pour faire le kéké en Amérique du Sud.
on n'en peut plus de ces macroniers. Donald Trump, victime des fake news. Mais de qui? De la BBC. Le directeur général de la BBC, Tim Davie, ainsi que le PDG de BBC News, Deborah Turnes, démissionnent après la polémique autour du montage truqué du discours de Donald Trump. De quoi s'agit-il? La BBC est accusée d'avoir monté des passages différents d'un discours de Donald Trump datant du 6 janvier 2021, jour où des centaines de ses partisans ont pris le Capitole d'assaut. Ça, c'est la phrase de la presse aux ordres. De façon à ce qu'il semble dire à ses partisans qu'il allait marcher avec eux vers le Capitole pour se battre comme des diables. Or, dans la phrase originale, Donald Trump disait « Nous allons marcher vers le Capitole et nous allons encourager nos courageux sénateurs et représentants au Congrès ». L'expression « se battre comme des diables » correspond en fait à un autre passage. Ces journalistes anglais ont donc fait passer Donald Trump comme un séditieux. Fake news média. Combien de mensonges dans les médias français et sans démission? Vous comprenez pourquoi Macron veut censurer les réseaux sociaux et particulièrement X. C'est bien sur X d'Elon Musk que les internautes ont dénoncé la fake news de la BBC. Il faut dire qu'en ce moment, les gauchistes ont la rage contre Donald Trump. Orban a eu raison. Donald Trump alerte les Européens sur la submersion migratoire. États-Unis, Trump dénonce la mainmise de George Soros sur la justice américaine. Et puis, vous avez l'allié de Donald Trump, Nigel Farage, qui y va également de sa petite musique. Nigel Farage tire la sonnette d'alarme. Vous pourriez aller en prison si votre maison n'est pas conforme au net zéro. L'ancien leader du Brexit, Nigel Farage, dénonce une nouvelle dérive autoritaire du Royaume-Uni sous couvert d'escrologie. Votre maison doit être conforme à toutes les nouvelles réglementations énergétiques, sinon vous risquez jusqu'à 15 000 livres d'amende, voire la prison. Ce n'est plus une théorie, c'est le cauchemar vert qui prend forme. Sous prétexte de neutralité carbone, le gouvernement veut imposer des normes énergétiques si strictes que posséder sa maison pourrait devenir un délit. Farage dénonce un glissement inquiétant. Nous avons perdu nos libertés pendant le confinement. On aurait cru que les politiciens avaient retenu la leçon. Mais non, ils sont obsédés par le contrôle et le pouvoir. Son constat est amer, mais lucide. Nous devrions nous lever, nous battre contre cela. Mais peut-être que tout le monde a abandonné. Peut-être que la liberté n'est plus à la mode. Derrière les belles promesses du Green Deal et du Net Zéro se cache une société où l'État s'arroge le droit de dicter comment vous chauffez, rénovez et vivez chez vous. C'est l'écologie punitive, bureaucratique, liberticide, le totalitarisme vert en marche. Vous reconnaissez le projet de Davos que je ne cesse de dénoncer, la fin de la maison individuelle. Mais s'il n'y a plus de maison individuelle, où allez-vous vivre? Ah, on va vous parquer dans des cités, écoutez bien, à intensité heureuse. C'était le mot d'Emmanuel Vargon. Belle formule orwellienne. Quel cauchemar! Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page internationale avec le bulletin 263 de Xavier. Ne le ratez pas, c'est important. Vous pourrez par exemple constater l'avancée des troupes russes. Le chaudron est fermé. Les forces armées ukrainiennes à Pokrovsk sont complètement encerclées. Et ces troupes ukrainiennes ont perdu leur dernière chance de le quitter. L'encerclement de Pokrovsk. Mirnograd ne doit pas détourner l'attention de l'ensemble de la ligne de front. En direction de Gouliapol, Zaporodje, en 5 jours, les Russes ont progressé en moyenne de 5 km de profondeur sur un front de 20 km. Tout le monde l'a compris, c'est bientôt fini. Encore que, à la Commission européenne, non, ils n'ont rien compris. La Commission européenne n'exclut pas de poursuivre en justice les pays membres qui bloqueraient l'entrée des produits agricoles d'Ukraine, que personne ne veut en France. Pologne, Hongrie et Slovaquie ont fait connaître leur refus d'ouvrir leurs frontières. Entre folie et imbécilité, des dirigeants européens à la dérive incapables d'y voir clair, prisonniers de leur posture inepte dans le conflit en Ukraine. Ils accélèrent la fin des pays de l'Union européenne tout en initiant de nouvelles tensions au sein de l'Union européenne. De fins stratèges. Bruno Tertré fait des siennes.
Au départ, il y a un interview de l'excellent historien Georges-Henri Soutou dans Le Figaro. C'est l'Europe qui s'effondre économiquement aujourd'hui, pas l'industrie russe. C'est nous qui avons perdu un marché à l'export extrêmement commode et une énergie bon marché. Réponse de l'atlantiste européiste Bruno Tertrais. Dommage, il reste un excellent historien, mais avec une compréhension des enjeux stratégiques et économiques digne d'un esturgeon de la Caspienne. Un tweet assez infect. Bruno Tertrais insulte un monsieur très digne. Et vous savez bien, lorsqu'on insulte, c'est qu'on n'est pas capable d'argumenter, c'est qu'on ne peut pas répondre. Et puis, Bruno Tertrais, depuis que je le connais, il s'est trompé sur tout. L'Irak, l'Afghanistan, Joe Biden. Et à ce titre, il est assez constant, mais dans l'erreur. Dommage, Bruno Tertrais, qui aurait pu avoir une occasion de se racheter, s'enfonce après 3 ans d'ânerie et d'analyse foireuse sur la guerre en Ukraine. Parfois, la décence et l'intelligence devraient conduire à se faire discret et la fermer. Apparemment, c'est au-dessus de ses forces. Théorie du complot. L'Allemagne déploie des moyens de défense anti-drone en Belgique après plusieurs survols d'aéroports et de bases militaires. Des unités de la Luftwaffe sont déjà sur place pour coordonner cette vaste fumisterie. L'Allemagne déploie des moyens militaires en Belgique, supposément contre la Russie. Se rend-on compte du niveau d'absurdité, de manipulation et de folie de cette paranoïa anti-russe? Cessons cette fuite en avant. Plus un euro ni une arme pour l'Ukraine et reprise immédiate d'un dialogue constructif et serein entre la France et la Russie. Vite! Transition toute faite. La rubrique Fantaisie. Brigitte Macron rayonne en toutes circonstances avec son chignon banane, tendance phare des années 50. Le chignon banane, évidemment. Splendeur et misère de la presse de cour. Vous remarquez que la photo qui illustre cet article est photoshopée. On est journaliste aux ordres, on ne l'est pas. Et nous voyons Bribri qui tient le manche du parapluie. No comment. Quant à son époux, il s'éclate. Il est avec un chanteur, il joue du tam-tam à l'autre bout du monde bronzé. Les Français en bavent et lui s'amuse. Un beau bras d'honneur. Avant et après. Oui, le wokisme, c'est bientôt fini. L'État s'est tiré une balle dans le pied. Les taxes sur les billets d'avion rendent la France moins attractive. L'aérien, mais aussi le tourisme, en pâtissent durement. Qui aurait pu prévoir que taxer les billets d'avion ferait baisser les ventes des billets d'avion? Oui, franchement, qui l'eût cru? Je vous mets cette vidéo dans ma description, c'est savoureux. Dans 12h30, en janvier 1974, Daniel Gilbert et Jacques Dutronc insistent pour que leur invitée, la formidable Pauline Carton, reprenne son tube sous les palétuviers. Elle refuse et préfère entonner un air corsé du XVIIIe siècle pour le plus grand bonheur de Dutronc, la dame qui pète au lit. L'escrologie en une illustration. Des t-shirts Europe Écologie fabriqués au Bangladesh. Oui, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Allez, on va se quitter avec un hommage. Il y a 55 ans. 55 ans après, hommage au grand Charles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.